Elle est moitié rebeu, moitié folle, moitié croyante et moitié seule. Son cœur est bruxellois, sa peau est sénégale, ses cheveux sont crépus. Et son voile est d'ailleurs. D'ailleurs, elle, c'est nous. Je viens pas du tout d'une famille donc où on porte forcément le foulard. Moi, tout ce que je voyais, c'était ma grand-mère avec un fichu à l'ancienne. Donc c'est même pas un hijab comme on peut l'entendre. Mes parents, déjà, quand je voulais porter le voile, ils m'ont dit « Quoi, t'es trop jeune, attends encore un peu ». C'était un peu la réaction de tous les adultes. « Attends, t'es trop jeune ». Quand t'es ado, t'as vite envie d'être adulte, t'as envie de prendre tes responsabilités et tout, et t'as envie de le porter, t'as envie que ça fasse partie de ta vie et de toi. Quand j'ai porté le foulard, je pensais que c'est ce qui définissait ma religiosité ou ma spiritualité ou autre. Et si tu portes pas le foulard, d'un côté, tu n'es plus musulmane. C'est vraiment très important de voir les diversités qui se cachent derrière le fait de porter ou de ne pas porter le foulard. L'individu est toujours influencé par un contexte, ou alors on peut se dire qu'on veut en tant que musulmane s'inscrire dans le ijma, même si on n'est pas d'accord, mais on trouve que le ijma c'est important. Et donc on va porter le foulard parce que voilà, on ne trouve pas le foulard plus important que ça, mais parce qu'il y a un consensus. On ne veut pas se démarquer de ça, donc on veut porter le foulard parce que on reste fidèle à cette communauté de croyants. Celle qui dit non, moi je vais suivre mes propres choix et mes propres questionnements s'inscrit dans la communauté de ceux qui se construisent à travers l'idée qu'ils se construisent à travers leurs choix et leurs questionnements. La société occidentale se construit à travers l'idée qu'on est des individus, mais comment est-ce qu'on est des individus? En faisant tous pareil. On veut tous se marier à 25 ans, on veut tous avoir 2,5 enfants, on veut tous acheter une maison, on veut tous... Et tout ça, c'est un choix individuel. Ouais. Et c'est ça qui est remarquable. Je l'ai mis parce que la première fois, j'avais vraiment besoin de sécurité. Donc ça m'a enveloppée comme dans un cocon. Et puis la deuxième fois, je pense que je voulais retrouver cette sensation. La première fois que je l'ai enlevé, je me suis dit c'est ok, je me sentais un peu mieux au niveau de moi, de mon être. Et puis après, je me suis sentie encore un peu en insécurité, donc j'ai ressorti l'armure. Il faut un peu démystifier cette idée que l'individu agit comme individu. On agit toujours en fonction d'un contexte précis. Et que ce contexte soit un contexte laïque qui nous dit que c'est super de se dévoiler et tu seras bonne citoyenne si tu ne portes pas le foulard, ou que ce soit un contexte musulman qui nous dit tu seras une bonne musulmane si tu portes le foulard. À cette époque-là, je me faisais des petits bains de foule, donc je sortais en ville. J'avais un petit foulard léger comme ça autour du cou et je le mettais sur ma tête. J'avais le sentiment d'être comme un ermite qui se retire pour méditer dans sa grotte. J'avais besoin en fait d'un petit peu ce repli pour pouvoir être plus focalisée sur moi-même. J'ai voulu prolonger ce sentiment et donc j'ai décidé de porter le foulard. C'était plus un besoin spirituel qu'une démarche où je me dis voilà, c'est une obligation religieuse, etc. Le test le plus important, dans quoi est-ce que l'individu trouve son apaisement? Et ça, c'est une question très... Et je crois que là, on touche à quelque chose de très personnel et de très individuel. Et qui est thématisé d'ailleurs dans la tradition musulmane, et que c'est vraiment cet élément d'apaisement est un rapport entre la personne et Dieu. Donc moi, je crois qu'il faut pas trop se dire qu'on peut vraiment se construire comme individu hors contexte. Ça, c'est impossible. On est toujours dans un contexte précis. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'être apaisé dans les choix qu'on fait. Et les tiens. Voilà, tu es très fort. Oui. Je le fais au moins une fois par semaine. À quelqu'un, face à face ou toute seule. Quand tu as connu de la merde dans ta vie, tu n'as pas forcément envie de sourire. Allez, tu vois ce que je veux dire? Ça parle du combat et le combat, tu dis ta mère le combat parce que tu dois penser.
Quand on décide de mettre un voile dans la société française, je ne sais pas pour la société belge, mais en France, il y a des coûts exorbitants. Des coûts sociaux, des coûts professionnels, des coûts affectifs au fait de mettre son voile qui sont juste ahurissants. Vous ne pouvez pas accéder à la fonction publique, puisque c'est une discrimination légale depuis la loi de 1905. On vous supprime la possibilité d'accéder à 50% minimum du marché de l'emploi en France. Ok, ça c'est fait. Puis ensuite, vous avez les emplois privés, vous avez plusieurs réformes qui ont été faites qui légitiment en fait le fait que des employeurs privés vous interdisent de travailler avec votre foulard. Donc si vous arrivez à trouver un emploi où on vous autorise à garder votre foulard, vous allez avoir d'autres discriminations, l'accès aux loisirs. Si vous êtes un foulard, on peut vous sortir d'une salle de gym parce que vous avez un foulard sur la tête au moment où vous êtes sur votre vélo elliptique, comme si ça allait vous empêcher de faire du sport ou que ça allait embêter qui que ce soit. On va vous empêcher d'accompagner vos enfants à des sorties scolaires. On va vous empêcher d'accéder à certains restaurants, ça a été aussi des polémiques. Donc les discriminations faites aux femmes voilées en France sont telles qu'une femme qui décide de le mettre en France ne peut pas ignorer les coûts sociaux de son action. Et donc elle le met en sachant qu'elle va s'en prendre plein la tronche. Après l'école, j'ai entamé une année, une 7e mathématiques. Je ne le portais pas encore à l'école. Mais c'était une nouvelle école, un peu plus élitiste, au centre-ville et tout. Et en fait, je l'enlevais avant d'arriver. Et les élèves de ma classe ne savaient pas que je le portais. Pendant 3-4 mois, comme ça, tout se passait bien, on s'entendait très bien, on rigolait, on papotait et tout. Et puis un jour, je rentre à l'école et il n'y a plus personne qui me parle. Genre les gens ils me disent pas bonjour, ils me tournent le dos et tout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai fait quoi? C'était violent en fait. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est parce qu'un tel t'a vu mettre le foulard en dehors de l'école et donc du coup c'est leur manière de réagir. Ils sont passés le mot et ils ont réagi comme ça. Et ça a été très très dur pour moi, très violent. Et là j'ai commencé à comprendre à quel point c'était mal reçu parfois dans le regard de l'autre. Moi ça m'a soulagée de l'enlever. C'est-à-dire que j'ai plus cette responsabilité de... C'est la lumière quoi. C'est le spot sur moi et tout ce que je vais faire, attention et tout, c'est encore plus difficile. Donc, ok, je prends la casquette de celle qui a enlevé et qui est, entre guillemets, le vilain petit canard, c'est ok pour moi, merci. Parce que c'est très difficile. D'être une femme, premièrement, d'être une mère, deuxièmement, et d'être voilée, c'est très difficile, tout à fait. Ça me permettait de me sentir un petit peu en retrait, d'être centrée sur moi-même. J'avais plus du tout ce sentiment-là, donc pour moi, il n'y avait plus aucune raison de le porter, voilà. À un moment donné, en fait, quand tu te retrouves à chercher un taf et que tu ne trouves pas, et que tu sens bien que ton foulard, c'est un frein, quand tu es dans un taf et que tu entends, en passant devant les bureaux, qu'on parle de ton foulard, qu'on parle de ça de manière négative, ou quand tu vas à l'école et que tout le monde te nie, ta réaction humaine que tu as envie d'avoir, c'est effacer. Te dire, peut-être que si je le porte plus, finalement, peut-être qu'on va plus me regarder. Peut-être que je me fonds dans la masse et qu'on va plus, limite, laisser une partie de soi pour survivre un peu dans ce monde. Ne vous en déplaise, elle n'est pas fragile. Elle se balance entre elle et ce qu'elle deviendrait. Son élégance n'a pas vieilli derrière son bouclier. Enfouie sous ses plus lourds secrets, ses rêves les plus sombres. Celle que vous confinez ne cesse de grandir, mettant au monde, à l'abri de vos regards, des enfants du pardon et de la justice. Voilés, dévoilés, nous marcherons de nuit, à contre-courant et sous la pluie. Peu importe le prix de la liberté, nous payerons pour vivre en marche de vos rappels. La question du port du foulard, et plus largement la question du port de signes convictionnels dans la société, c'est une question qui est un beau cas pratique en matière d'application d'un principe fondamental, qui est le principe de laïcité. C'est un principe politique qui repose sur un faisceau d'autres principes. Ces autres principes, c'est l'égalité, c'est la non-discrimination, c'est la liberté, en ce compris la liberté religieuse, et c'est ce que d'aucuns appellent la séparation entre les églises et l'État, ce que moi je qualifie de non-ingérence réciproque entre les églises et l'État. En d'autres termes, l'État ne doit pas s'improviser autorité théologique et les institutions religieuses ne doivent pas se substituer aux législateurs, aux autorités publiques. Or, le principe de laïcité en ses différentes composantes est consacré en Belgique, est consacré dans la Constitution belge, est consacré dans la législation belge. Constitution belge, ce sont les articles 10, 11, 19, 20 et 21
de la Constitution, mais qui dit cadre légal dit aussi Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui a un effet direct en Belgique, et là c'est l'article 9 de la Convention. Que consacrent ces différents articles? Eh bien, notamment la liberté religieuse, un des ingrédients du principe de laïcité. Or, c'est quoi la liberté religieuse? C'est la liberté de croire, c'est aussi la liberté de croire et de pratiquer sa croyance. C'est la liberté de croire et de ne pas pratiquer sa croyance. C'est la liberté de ne pas croire, ou encore de croire et à un moment donné d'arrêter de croire. Et lorsqu'on parle de liberté de pratiquer sa croyance, eh bien, tant la Convention européenne des droits de l'homme que la Constitution belge consacrent que c'est une possibilité aussi bien en privé qu'en public. Or, la question du port de signes convictionnels, c'est une matérialisation, c'est une concrétisation de la liberté de pratiquer sa religion, sa conviction philosophique ou religieuse, aussi bien en privé qu'en public. Et cette liberté, elle vaut aussi bien pour les personnes qui, par conviction, décident de porter un signe convictionnel, par exemple le foulard islamique, mais aussi pour celles qui font le choix de ne pas porter ce signe convictionnel. Et dans un état de droit démocratique respectueux d'un principe de laïcité défini, à mon sens correctement, qui donc respecte sa dimension liberté et liberté religieuse, ce sont des choix qui doivent identiquement être respectés. Il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre. Dans les innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam. C'est également du djihad. Du djihad. Ils parlent tous comme de vrais experts de tous les voiles, ça parle mal. 2019, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. On dit que les débats sont à la mode et qu'ils marchent mieux quand ils font mal. Ben faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui se voile, ce serait normal. La question de la laïcité ou la sécularisation, comme on peut l'appeler, n'est pas seulement un modèle institutionnel, mais aussi un modèle plutôt de gouvernance, comme je l'appellerais dans mon travail, ou de gouvernementalité. La norme séculière, c'est qu'elle nous laisse comprendre ou penser que certaines façons d'exister ou certaines formes de vie ou certains modes de vie sont beaucoup plus normales et naturels. Si un enfant grandit quelque part sans aucune éducation, voilà, il va automatiquement arriver à cette logique-là. Donc c'est une sorte d'idéologie qui nous dit que c'est quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire l'attitude ou le comportement ou la façon d'apparaître dans la vie quotidienne que l'on considère comme étant neutre, normal et naturel, versus les formes de conduite, les discours, les pratiques qui sont considérées et cadrées comme religion. Quand on prend par exemple l'exemple des règles de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas. Dans cette société, l'habitude c'est de ne pas manger des chats et des chiens, par exemple. Il y a un consensus à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qui va de l'ordre de soi. Ça a des racines culturelles, c'est lié aussi avec des pratiques, on peut dire même bibliques, hein. C'est les règles de Léviticus qui ont vraiment démarqué ce qui est de l'ordre du comestible et du non comestible. Quand vous demandez à des gens pourquoi vous ne mangez pas de chien, bah oui, parce que le chien c'est un animal domestique, donc on va pas manger des animaux domestiques. Bon, le lapin c'est un peu une limite, mais en tout cas on ne va pas se poser des questions à ce niveau-là, et pour nous c'est normal, c'est naturel, c'est évident. Tandis qu'à partir du moment que l'on sort de cette norme et qu'on dit ben moi le porc je mange pas, moi tout ce qui n'est pas halal je mange pas, alors là on va vous taxer de ah mais c'est quelqu'un qui est surdéterminé par la religion. D'accord ? Et c'est comme ça que la laïcité fonctionne. La laïcité ne fonctionne pas seulement dans la gestion de ce qui est de l'ordre de religieux ou pas religieux, mais en marquant quelque chose comme étant pas religieux, on lui donne aussi un statut de naturel, normal. Une nana qui était vraiment une très grande amie. Je la vois plus pendant super longtemps, puis je la recroise sur un événement, puis elle me voit avec, et là elle fait « Tu vas bien Ah oui, ah !» Avec une réaction très choquée comme ça de me voir
Le foulard est vu comme étant quelque chose que l'on s'impose. On s'impose le fait de porter le foulard parce que c'est une prescription religieuse, mais on va rarement dire de quelqu'un qu'elle s'impose de retirer le foulard. D'accord ? Retirer le foulard, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. On va retourner à l'ordre naturel tel qu'il était. D'accord ? Parce que c'est une chose naturelle que de ne pas porter le foulard. On dit souvent qu'une femme qui ne porte pas le foulard, la différence entre la femme qui porte le foulard et la femme qui ne porte pas le foulard, c'est que la femme qui ne porte pas le foulard, elle ne véhicule pas un message. D'accord ? Moi, par exemple, je ne véhiculerai pas de message, tandis que c'est faux. D'un point de vue strictement, idéologique et sociologique, ce n'est pas vrai. Le fait de ne pas porter le foulard n'est pas plus neutre que le fait de le porter. En ne portant pas le foulard, je véhicule aussi le message que ne pas porter le foulard, c'est une façon d'être et c'est une façon d'exister. Et surtout à partir du moment qu'on est identifié comme musulmane, c'est une façon de vivre mon islamité. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, je pourrais la faire. Moi je passerai par la radio, parce que mon voile n'est pas très beau. Moi je dirais que en fait, le foulard est perçu un petit peu comme un porte-drapeau de l'islam. C'est clair que les femmes, toutes les femmes musulmanes, et c'est quelque chose que les témoignages montrent aussi très bien, toutes les femmes musulmanes sont un peu parti pris par ces deux regards, que le corps de la femme musulmane est surdéterminé. Il est d'un côté surdéterminé par le regard occidental qui veut que la femme émancipée, la femme qui retire le foulard et qui porte une mini-jupe comme était dit aussi dans le documentaire. Et d'un autre côté, le regard, on peut dire, post-colonial sur la femme musulmane, le regard intracommunautaire sur la femme musulmane qui veut que, pour rester fidèle à sa religion, on doit se soumettre au consensus au sein de la communauté. Et le consensus, actuellement, chez beaucoup de savants, c'est que le foulard est une prescription religieuse. Et donc, c'est clair que c'est très difficile de se construire là-dedans parce qu'on a de toute façon le sentiment de faillir. Le fait que je fasse le buzz quand je sorte une vidéo ou le fait qu'on parle de moi est tant trop dû à mon foulard. Je pense que si je ne le portais pas, j'aurais peut-être pas eu le même impact. Parce que comme cette question revient souvent dans des débats, etc., on est curieux de voir une fille en foulard qui fait quelque chose, comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis alors on a des réactions de partout. On a des réactions de tous les extrêmes, des gens qui pensent avoir leur mot à dire sur la manière dont tu te maquilles, la manière dont tu le mets, qui émettent même parfois un avis de « Ah, ça te va mieux comme ça, ah, ça te va mieux quand tu le fermes devant, pas quand tu le mets en bonnet ». Comme si j'attendais des gens, le fait qu'ils me valident la manière dont je le mets ou ce qu'ils estiment être cohérent ou pas. Je suis très coquette. Et c'était, oui, on peut pas voir ça, t'as une mèche qui dépasse, non, pantalon comme ça ne va pas. Se permettre de critiquer mes tenues vestimentaires par rapport à un bout de tissu qui était sur ma tête, quoi. Ça, je l'ai très mal vécu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai petit à petit commencé à être dégoûtée, en fait, de le porter. Par exemple, on fait le festival Couleur Café en famille depuis des années. Il y a un gars qui me voit là, il arrive dans la foule, donc on est sous le grand chapiteau. Il me regarde comme ça et il dit « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il fait pfff et il se barre. Parce que j'étais en train de danser avec mon petit cousin. Tu chantes et tu portes le voile, mais n'importe quoi, t'as rien compris. Genre, je vais aller en enfer, quoi. Mais parfois j'ai envie de leur dire « Ouais, allez, je vais aller en enfer, c'est bon, c'est bon ». Je trace ta route. Ce sont des choix, j'allais dire, conjoncturaux, en fait, qui sont liés au contexte. Donc quand elles leur-lèvent, même si elles se disent que c'est aussi parce que, pour des raisons spirituelles ou pour ce qu'elles veulent en réalité, il y a évidemment la question du poids social et de la société dominante et des discriminations. À un moment donné, il faut bien manger. Donc il y a un choix, et si elles font ce choix de l'enlever parce qu'elles ont envie d'accéder au marché du travail sans être discriminées, elles vont avoir un certain nombre de feedbacks négatifs. On va les culpabiliser en leur disant « Tu nous as trahis ». Ce que tu as fait, c'est participer et tu as validé les stéréotypes racistes qui disent qu'en fait, on ne peut être émancipé quand on est une femme racisée et une femme tout court qu'en étant dévoilée, qu'en ayant une mini-jupe, etc. Et toi, tu valides tout ça.
il y a un ras-le-bol et on se dit, enfin, finalement, j'ai pas envie de détonner. Puis j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de vivre, je veux plus avoir les remarques des autres, je veux plus. Pourtant, je le portais pas de manière conventionnelle vers la fin, on va dire, comme un hijab, mais c'était plus un accessoire de mode, on va dire. Il y a beaucoup de questionnements, les gens s'accaparent le projet, en fait c'est un projet, je fais ce que je veux, mais ça devient tout de suite quelque chose de... Voilà, c'est le questionnement de tout le monde et donc il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage pour le mettre et puis il faut aussi avoir beaucoup de courage pour l'enlever parce que les gens se re-questionnent et pourquoi et comment. Je me suis sentie prise en otage des choix que j'avais pu faire et la phrase qui tue c'est elle a toujours fait comme ça. Mais en fait non, tout change, le monde change, les saisons changent et aujourd'hui je dis oui et demain je dis non, c'est ok pour moi. Et donc ça m'a mis un petit peu en colère et ça m'a rendu triste des gens que j'aimais autour de moi. Parce que je me suis dit, mais purée, c'est un truc de dingue, ils parlent à ma place, ils pensent à ma place, ils vivent à ma place. Et les gens se permettent de penser que parce qu'on l'enlève, on a une baisse de foi, on est moins musulmane. Et à un moment donné, tu as envie de dire, mais écoutez, déblayez ce chemin et reculez-vous. Et j'ai juste envie, moi, naturellement, d'être spirituelle, mais que ça ne vous regarde plus. Comme je vous le disais, tout le monde se sent légitime pour parler du corps des femmes et tout le monde se sent légitime pour parler de l'islam et tout le monde se sent légitime pour parler des racisés. Et cette espèce de privilège comme ça, on appelle ça l'hégémonie épistémique, c'est-à-dire le droit typiquement de dire qu'on est compétent sur tout. Et dans la société, c'est complètement réparti de manière asymétrique, c'est les privilégiés, les dominants qui ont ce droit. Donc les femmes qui retirent leur foulard, évidemment, seront aussi en prise en fait avec ces injonctions et avec ces dynamiques. Je ne sais pas si je vais trouver le bon mot pour essayer de définir ce que je dis, mais des fois c'est aussi l'image que tu renvoies, peut-être un questionnement aussi que eux ont envie de se faire, mais par peur, encore une fois, de se dire maintenant si je me questionne, peut-être que je vais dans la désobéissance, or que pas du tout, que l'islam et Dieu demandent, ça demande justement cette remise en question aussi, c'est cette manière de s'approprier la religion à travers ce qu'on est. J'ai plus donné d'énergie dans quelque chose et j'ai pris cette énergie pour autre chose. J'ai choisi mon combat en fait. C'est ça que j'ai fait. Et ton combat aujourd'hui c'est quoi? C'est être qui je suis. C'est tout. La morale et l'éthique nous donneront raison. Qui donc est celui qui impose au désert de cesser de grandir, ou à l'océan de cesser de grogner? Quand vous comprendrez que mes nuits m'appartiennent, alors pourrez-vous vous vanter d'être une partie de l'humanité qui souhaite la paix. Et si parfois je vous donne l'impression d'abandonner, de me résigner à combattre pour ma liberté, alors sachez que je me prépare seulement à renaître.